dans lequel je rencontre des personnalités créatives inspirantes, des designers, des artisans, des architectes, des artistes. Et ensemble, on explore et on se questionne sur les différentes facettes du beau. Ce sont des épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et c'est aussi un compte Instagram, Où est le beau, dans lequel je partage également mes découvertes. Et je suis très heureuse ce soir qu'on puisse échanger avec deux invités que je vais introduire juste après. Mais avant, je vous précise juste qu'on est ensemble pour une conversation qui va durer à peu près 35-40 minutes et qu'ensuite, on pourra répondre à vos questions à la fin du coup. L'idée, c'est que vous puissiez, vous voyez en bas, il y a une petite icône chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et comme ça, à la fin, sélectionner des questions et puis y répondre avec les invités. Donc, ce soir, on va parler du beau et du durable. C'est un thème qui me tient à cœur parce que en fait, on a un peu tous la tête dans le guidon quand on est artisan d'art. Je crois qu'aussi, c'est important de prendre un peu de recul et de se poser ces questions sur le beau et le durable. Dans cet échange aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se poser des questions sur ces sujets qui sont bien spécifiques. Donc, on n'est pas du tout spécialiste, c'est pas une conversation de scientifiques. Mais comme on vit pas dans une grotte et qu'on sait qu'on est dans une époque un peu charnière où on a de nombreux enjeux aussi à relever en matière de climat et d'environnement, voilà, c'était une manière de pouvoir échanger là-dessus avec des artisans d'art qui sont concernés du coup par tout ça. Dans cette conversation, on a donc Angélique Richard, qui est céramiste et qui a fondé Terre Intérieure, et Louise Langagne, qui a fondé Nuance et qui est modiste et chapelière. Et je vais leur demander voilà, d'apporter leur regard, de partager avec nous en fait leur expérience sur le beau et le durable. Car en fait, elles ont eu ces prises de conscience et aujourd'hui, c'est le fil rouge de leur travail. Et ces contraintes de durabilité, du coup, Angélique et Louise, vous en avez fait des leviers en fait stimulants de créativité. On va peut-être commencer avec toi, Angélique. Déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir artisan? Bonsoir à tous. Alors, ce qui m'a donné envie de devenir artisan. En fait, c'est un peu la suite d'un parcours pour moi, puisque j'ai commencé les arts appliqués à 15 ans. Donc, j'ai d'abord suivi ces études, on va dire un peu généralistes, mais quand même autour de la création, qui m'ont emmenée dans le domaine de l'architecture d'intérieur dans un premier temps. Ouais. Et en fait, je pense que c'est dans le domaine de l'architecture d'intérieur que j'ai eu un petit déclic sur la question de l'artisanat, puisqu'à l'époque, donc, on concevait pas mal de choses pour des hôtels dans l'agence où je travaillais. Et concevant ces choses-là, on était appelés, et moi particulièrement, à aller visiter les artisans pour discuter avec eux de la manière dont on pouvait créer des objets pour nos Ouais, projets. des choses avec eux en Et collaboration pour vos projets, c'est ça? Ok. voilà, exactement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà l'idée de concevoir me plaisait beaucoup, mais je pense que j'ai pris conscience qu'il y avait un petit peu de frustration dans le fait de concevoir seulement et de ne pas pouvoir Ouais. réaliser. Donc voilà, un peu le début de l'histoire qui m'emmène à me former à quelque chose qui me ramène vers la matière. Au début, pas l'idée de base n'était pas forcément la céramique, c'était vraiment de retrouver la matière en Ok. fait. Et alors, comment est-ce que tu passes de l'architecture d'intérieur à un peu changer de vie, te reconvertir et arriver à la terre, en fait, ce matériau que tu utilises tous les jours? Alors comment avec le temps? En prenant mon temps déjà, Ouais. parce que j'ai commencé par me mettre à mon compte, donc monter ma première entreprise, mais qui n'était pas une entreprise de céramique, Mhm. qui est en fait une entreprise d'illustration pour des architectes d'intérieur, pas dans l'édition comme on pourrait le penser quand on parle d'illustration. Et le but déjà à cette époque, c'était donc déjà de retrouver une échelle de travail qui me corresponde mieux, mais aussi d'avoir du temps libre. Et de pouvoir m'organiser plus comme je le souhaitais pour pouvoir commencer à me former. Et la céramique, c'est une rencontre, puisqu'à cette époque où je me dis, tiens, j'aimerais me rapprocher d'un métier plus artisanal,
rencontre un peu au hasard une personne qui s'appelle Hélène Fouché et qui vient de tout larguer pour monter son atelier de poterie rue Voltaire à Paris Ok. et qui était dans le milieu de la chimie et voilà, qui a choisi de donner des cours de tournage. Et donc, c'est avec elle que j'ai commencé à apprendre le tournage. Donc en fait, tu commences par l'illustration, le dessin. En parallèle, tu te formes à la céramique pour aujourd'hui avoir une pratique qui est quasiment exclusivement autour de la céramique et de la terre. Oui, alors je continue à avoir des commandes aussi en Ouais. illustration qui me rendent bien service parce que ça me permet aussi de progresser en douceur, puisque gagner sa vie en tant qu'artisan d'art, c'est Mm. pas toujours très simple, surtout en ce moment. Ça prend du temps. Et donc l'idée, c'est que je prends de plus en plus de temps pour la céramique, ouais, Mm. c'est ça le projet. Et en fait, là, cette histoire de fait main, c'est déjà en fait faire autrement. Toi, qu'est-ce que tu as eu envie aussi de défendre en devenant artisan d'art? Tu vois, est-ce que c'est cette idée de prendre le temps de faire des choses, enfin, tu vois, quelles étaient aussi toi les valeurs qui t'ont Qui m'appelait ouais, qui t'ont appelé dans ce là-dedans? choix-là. Mm. Oui, l'idée de retrouver, je pense, des valeurs de lenteur, c'est sûr, puisque quand on se confronte à la matière, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que le travail, parce que je travaillais pas mal pour l'illustration sur l'ordinateur, et bon, on a tendance à aller toujours vite, vite, vite à travers Ouais, c'est vrai. ces outils-là. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant. Alors, je sais pas, mais je vous entends plus moi. Alors moi, je vous ai retrouvé. Est-ce que vous Ça y est. m'entendez? Ouais, ça y est. Ok. Tu Euh, peux reprendre, s'il te oui, plaît. donc je disais que dans les valeurs, Donc la frustration en fait aussi donc d'être derrière son écran et de toujours avoir euh, cet intermédiaire peut-être oui, dans l'acte du faire, ouais, ouais, et de ouais. vouloir faire à la main. Tout à fait. Il y avait un peu cette envie de pas passer mes journées derrière un écran d'ordinateur, certes. Après, oui, je voulais dire que par rapport à qui rejoint déjà l'idée du développement durable, je pense que ce qui me plaît aussi dans le fait d'être artisan d'art, c'est d'avoir une entreprise qui défend un peu une échelle humaine, quoi. Souvent, les artisans d'art, on est des Mm. petites entreprises, alors que c'est vrai que dans le domaine de l'architecture d'intérieur, en tout cas dans celui dans lequel je travaillais, l'échelle me dépassait un peu, ouais. Donc l'idée de la petite entreprise à l'échelle humaine, ça me correspond bien. Et l'idée de pouvoir gérer une production du début à la fin. Parce qu'en fait, quand on est artisan, souvent on fait tout, hein. On Bah oui. conçoit, on fabrique et on vend. Donc Mm. et on fait même des conférences sur Internet maintenant. Tu vois. Et est-ce qu'il y avait aussi donc cette idée d'échelle de grandeur, etc. Et est-ce que tu avais peut-être aussi envie à un moment donné, défendre. Parce que toi, t'es où? T'es à Paris? Un côté un peu local enfin, Oui, est-ce que alors ça, c'est aussi rentré dans les valeurs qui étaient importantes pour toi dans le cadre de cette reconversion? oui, et en tout cas, c'est un objectif que je suis en train d'atteindre parce qu'il n'est pas tout à fait en place, mais je suis entre Paris et la Bretagne. Et l'idée, c'est d'implanter complètement mon atelier de poterie là-bas d'ici un an, je pense. C'est vrai que pour moi, l'idée de s'ancrer dans un territoire, ouais, ça devient un besoin, une envie. Et je pense qu'avec un atelier, c'est important, puisque pour des questions toutes simples, mais le fait d'avoir de la place, par exemple, ça va être mieux d'être en Bretagne qu'à Paris, pour moi. Bah oui, pour un atelier aussi où tu puisses expérimenter comme tu veux, t'étaler, faire. Enfin voilà, je pense que ça fait aussi partie d'un truc où ça libère peut-être plus d'espace pour la créativité, hein, peut-être d'être dans un environnement qui est moins, tu vois, où tu te sens plus à l'aise en fait, tu vois, de te. Oui, bien que finalement, je me rende compte que la contrainte peut aider à créer aussi parfois, parce qu'étant dans un tout petit atelier à Paris, je pense qu'il en est sorti des choses dans mon travail. Et oui, mais j'ai hâte aussi de voir ce qui sortira de la Bretagne avec plus de place. Des pièces un peu plus grosses, c'est vrai que mon petit atelier parisien me permet pas d'expérimenter des choses un peu plus grandes et j'ai hâte de ça. Et parce que alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fabriques comme objet?
Oui, aujourd'hui? donc je fabrique des objets en grès qui sont donc tournés sur un tour de potier. Et je fabrique essentiellement des pièces utilitaires, donc de la vaisselle, hein, mug, bol, saladier. Et c'est vrai que c'est un choix important pour moi puisque je me sens, on va dire, plus attirée, mais je pense aussi plus légitime à créer des objets utiles qui, dans mon idée, tendent plus à répondre à un besoin déjà existant qu'ont la plupart des gens, plutôt Mm. qu'à créer un nouveau besoin. Voilà. Je pense que tout le monde a la possibilité d'avoir besoin d'un bol ou une tasse un de ces jours. Ça, c'est sûr. Et ça fait aussi partie d'amener parce qu'en fait, toutes tes pièces, du coup, sont uniques, même si je pense que t'as des créations que tu peux reproduire parfois en série, en petite série, mais elles sont quand même chacune, vu qu'elles sont faites main par essence, elles sont uniques. Et cette diversité, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est vachement propre à l'artisanat d'art, en fait, Mmh. d'avoir envie d'apporter quelque chose euh, d'un peu différent et de ton regard aussi, tu vois, et qui tu es, parce que je pense que enfin, c'est votre langage, tu vois, la créativité, ça arrive comme ça. Je sais pas si. Oui, oui, c'est vrai que je pense que c'est aussi un point commun qu'on a tous, en tout cas les artisans, je pense qu'à travers nos boulots, on défend plus l'idée d'une diversité et que de défendre Que quelque la chose standardisation. d'homogène ou voilà, la standard. Oui, en fait, quelque part, je pense qu'on va vers une déstandardisation des choses. Bah, on peut que l'espérer, c'est clair. Et donc toi, donc tu as créé Terre intérieure, on peut le dire. Mhm. Terre intérieure, pourquoi aussi? Parce que il y a- Bah, c'est je te d'abord laisse. un petit clin d'œil à ma formation de départ, hein, qui est celle d'architecte d'intérieur. Ça fait écho aussi au fait que je propose des pièces qui sont plutôt destinées à l'intérieur, parce que Mm, en céramique, on peut aussi faire des choses plutôt pour le jardin. ouais, Et après, l'autre chose qui est peut-être un peu plus subtile, mais qui est importante pour moi, c'est qu'à travers Terres intérieures, il y a aussi l'idée que je voudrais transmettre, qui est plus une idée d'intériorité. Comment expliquer ça? C'est peut-être l'idée qu'il y a un peu de mes propres terres intérieures à travers mes objets. Et là, c'est pareil, je pense que c'est ce qui est beau pour moi dans un objet d'artisan, c'est que je pense qu'il y a forcément un peu, ce que j'entends par intériorité, c'est nos émotions, qui nous sommes, mm, qui passent à travers ce qu'on produit, et c'est un peu ce qui donne une âme à l'objet, quoi. l'objet, c'est clair. Et puis c'est un moyen aussi de partager, et puis peut-être pour des gens de reconnaître certaines choses et que ça évoque en fait chez nous, tu vois, en tant que public, que consommateur, des propres émotions que ça nous rappelle, des souvenirs. Enfin, tu vois, il y a tout un tas d'émotions qui peuvent être rappelées à réactiver quand on touche, quand on voit des créations d'artisans d'art. Donc, c'est clair. Est-ce que, parce que donc, cette conversation est vraiment sur le beau, le durable. Je crois qu'en fait, toi, le durable dans ton travail, il s'intègre dès le sourcing des matières, en fait. Oui, alors, bah, c'est vrai que moi, j'aimerais bien commencer sur ce sujet du durable en précisant que bah, le sujet, il est très actuel, hein, on l'a déjà dit, mais je pense qu'on a tous un peu envie de se dire que nos boulots sont super écolos, moi la première. Mais ce soir, moi l'idée c'est pas de revendiquer être plus écolo que quelqu'un d'autre dans ma production, c'est plutôt de Mmh. m'interroger avec vous, Ah et bah de oui, vous oui, dire et puis là où je pense qu'elle est forcément, et là où elle est peut-être un peu moins et pourquoi. Et c'est vrai que mmh, là où je pense qu'elle est a priori spontanément, oui, elle l'est, c'est dans cette matière première qui est la terre. Peut-être d'autant plus dans celle que je choisis, qui est un grès, du grès de Moutier, qui est ok. en fait un grès donc extrait dans les carrières de Puisay, qui sont des carrières qui sont en Bourgogne. Et en fait, c'est un grès qu'on trouve à l'état naturel dans la terre, il faut éviter de filtrer les cailloux ou autres avant de le travailler.
Et je me fournis chez une entreprise qui est la seule à le proposer, hein, l'entreprise Solargile, qui est une entreprise française qui existe depuis 1800, donc ça fait assez longtemps qu'ils sont là. Mmh. Mais quand tu dis que c'est le grès, parce que pour qu'on comprenne bien et pour des gens qui ne seraient pas trop spécialistes, en fait, c'est versus quoi? Versus peut-être de la porcelaine ou autre chose qui Oui, nécessite là une recette ou tu vois, alors il y c'est a 3 grandes familles, oui, dans la céramique, ce sont les grès, la porcelaine et la faïence. Et effectivement, la différence, c'est que, par exemple, la porcelaine, elle est aussi constituée de matières naturelles, hein, mais c'est un mélange de ces matières naturelles fabriquées par l'homme qui crée la porcelaine, selon une recette. Oui. ok, On peut pas d'accord. trouver un pain de porcelaine en creusant dans la terre, quoi. Voilà, ça n'existe pas. Alors que c'est possible pour un gris, Oui. ok. Et en fait, est-ce que aussi il y a quelque chose de l'ordre de, tu vois, de la matière? Le grès, est-ce que ça t'a aussi intéressé pour pour son aspect un peu Oui, esthétique ou tu vois, je sais et pas, est-ce qu'il y a quelque chose? avant tout, oui, oui, bien sûr, c'est surtout alors, celui que j'utilise, parce que des grès, il y en a de plusieurs Il y en a teintes. plein, Moi, c'est ouais. beaucoup sa couleur qui m'a attirée. Bon, quand même, le fait qu'il Mm. soit français, évidemment, ça aide. Mais celui que j'utilise, le grès de Moutier, il a une couleur un petit peu sable qui tire presque vers le liège, que j'aime Mm. beaucoup. Et c'est d'autant plus important pour moi parce que dans mon travail, je laisse une partie des pièces souvent sans émail. Donc, le grès apparaît à l'état brut. Quand on met de l'émail Oui, parce partout, que c'est moins important qu'il ait une teinte plus ou moins grise ou plus ou moins beige puisqu'il est recouvert par l'émail. Mais moi, c'est pas le cas puisque je joue avec cette matière brute. ouais, c'est ça. Et alors, on peut peut-être expliquer parce que du coup, dans certains de tes pièces, dans certaines de tes pièces, tu inscris même du coup des messages. Enfin, il y a plusieurs lectures et tu inscris ce message justement sur la pièce, sur la partie qui est pas émaillée, c'est ça? Oui, c'est vrai que j'ai une partie de mon travail que j'appelle terres messagères, qui sont en fait des petites tasses à café dans lesquelles je viens inscrire dans la terre encore molle avec des vieilles lettres d'imprimerie en plomb un petit message comme ça, lettre par lettre, et qui reste assez discret. Ouais, on mettra, enfin, on pourra du coup renvoyer ton travail est disponible là sur le site du Carrousel des métiers d'art et on voit bien en fait les petits messages que tu nous délivres qui sont hyper jolis. Et après, peut-être aussi dans ce matériau de terre, parce que c'est un peu fascinant quoi la terre, c'est-à-dire que euh, tu me racontais qu'en fait c'est aussi ce même matériau, il va servir. On va le façonner, tu vas l'assembler, ça va être aussi ce même matériau qui va servir de décor. Enfin, en fait, c'est plusieurs, une seule matière, mais permet en fait beaucoup d'expression. Oui, alors j'ai eu un petit problème de connexion, je vous ai perdu en route, je vais essayer de raccrocher. Ah mince, Mais je tu... pense que tu es sur, si je me trompe pas, dis-moi, sur les différentes possibilités qu'offre une seule matière, la qui est la terre, terre. oui. Oui, alors en effet, c'est surtout si vous m'entendez plus, faites-moi signe. Si, si, on Ok. t'entend. Enfin, moi, je t'entends en tout cas. En fait, la terre, elle est super pour moi pour ça parce que en fonction de sa consistance, elle sert à plusieurs choses. Quand elle est un tout petit peu molle, on va dire, elle sert au façonnage. Mais quand on ajoute un peu d'eau, on obtient ce qu'on appelle une barbotine, et c'est cette barbotine qui sert de colle en fait. Donc, on peut aussi assembler différents éléments. Par exemple, une anse sur un mug, un bec sur une théière. Et cette Ouais. même terre, cette même matière première encore plus liquide, on appelle ça une engobe, elle va servir pour faire le décor, c'est-à-dire comme une peinture, quoi. On peut l'appliquer au pinceau ou moi j'utilise encore une autre technique que celle du pinceau pour mes décors, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Et donc Peut-être raconte-nous ouais, ok. maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et alors ce que j'utilise pour faire mes décors qui sont assez graphiques, en fait c'est une Ouais. technique de gravure qu'on appelle la technique du Mishima. Et D'accord. c'est-à-dire qu'en fait, avec un pic, je viens graver dans la terre quand elle est encore assez fraîche le motif gravé. Vous m'entendez bien? Oui, toujours. Ouais, Ok, c'est bon. Ça coupe, mais ça va. super. Une fois que ce motif est gravé, je barbouille toute la pièce en fait d'une engobe, justement d'une terre liquide, mais qui a une autre couleur. Donc, par exemple, j'applique une engobe blanche sur ma terre rousse.
Et une fois qu'elle a séché un peu, je viens gratter la terre délicatement et ça fait réapparaître le motif. Alors, l'intérêt de ça, en fait, on appelle ça un motif en incrustation. L'intérêt de cette technique, c'est que au toucher, à la fin, tout est lisse. Il n'y a pas un motif qui apparaît en relief sur la tasse. En relief. Ok, Et d'accord. l'autre intérêt, c'est que ça permet de faire des dessins beaucoup plus fins que ce qu'on pourrait faire, par exemple, au pinceau. Ok, Alors, d'accord. je pense que là, peut-être, ouais, aller voir des images sur mon site, si vous voulez, ça sera peut-être plus facile que les mots. On pourra voir, mais oui, c'est vrai qu'en fait, tu as un travail du motif et ça rejoint peut-être aussi ta passion pour l'illustration, le dessin, que tu rends, enfin voilà, que tu exprimes aussi à travers ça. Donc ça veut dire aussi, en fait, que avant la cuisson, toutes les chutes que potentiellement tu as dans ce processus de création, bah, elles sont recyclables. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de perte, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un autre bon côté niveau durable de la terre, c'est que à partir du moment où on la remet dans l'eau, la terre, on peut refabriquer un pain de terre et refaire des bols avec quoi. C'est vrai qu'il y a un moment qui s'appelle le tournassage. Quand on tourne, c'est en fait si je tourne un bol, je le laisse sécher un petit peu jusqu'à ce qu'il ait une consistance qu'on appelle la consistance cuir, et je le mets à l'envers sur le tour pour finir d'enlever de la matière. Et là, ça fait plein de copeaux. On pourrait se dire ah c'est un déchet, mais en réalité ces copeaux, il suffit de les remettre dans de l'eau et puis je fais un pain et puis je peux refaire des bols avec. Donc ouais. C'est Bah, ça, un peu un c'est cycle, la magie oui, oui. de l'aide. Non, c'est super. Et après, donc, tu as t'as la partie de l'émaillage. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ce que c'est l'émaillage? Enfin, l'émail et puis comment ça se... Oui, alors, Voilà, nous expliquer. ben, moi, souvent, pour faire simple et rendre les choses accessibles, je dis que c'est un peu comme fabriquer une pâte à crêpes. Donc, en gros, j'ai des ingrédients, des matières premières qui sont des poudres, qui sont Mm. du kaolin, du feldspath, de la craie me concernant et de la silice, j'en oublie un, mais il y en a plein d'autres, chaque potier a sa recette. Je mélange ces matières premières avec de l'eau et donc ça me fait comme c'est en plongeant mes poteries dans cette pâte, ça leur permet d'avoir ce qu'on pourrait comparer à la fin à un vernis après cuisson, on est bien d'accord, mais qui vient Ouais. rendre la terre plus facile à nettoyer. Quand on fabrique de la vaisselle, l'émail est assez important pour ça, parce que ça la rend, on va dire, oui, plus hygiénique, j'allais dire, je sais pas comment Oui, dire. Et moins il y poreuse, a quoi. aussi ce qui permet la couleur, hein, Oui. beaucoup. Et en fait, est-ce qu'il y a un enjeu, tu vois, de durabilité sur cette partie-là de l'émaillage? Parce que est-ce que toi, du coup, dans ce que tu choisis, tu as délibérément choisi de ne pas utiliser d'autres matériaux? Enfin, tu vois, Oui, comment est-ce que je tu... pense qu'il y a un sujet effectivement sur l'émail qui est important. Moi déjà, je les fabrique moi-même. Et c'est pour une raison simple. Enfin, il y a pour avoir mes propres couleurs évidemment et avoir des pièces uniques, mais c'est aussi parce que comme ça, je sais ce qu'il y a dans mes émaux. Hmm. Quand on les achète tout près, on n'a pas forcément le fabricant, mais rarement. Je pense qu'on peut se le procurer, mais que c'est pas simple les ingrédients. Et pour ce qui est des couleurs, en fait, j'utilise pas de colorant chimique ou tout prêt. En fait, je me sers que d'oxyde naturel pour créer ma gamme de teintes. D'accord. Alors après, ce qu'il faut savoir avec l'émail, c'est que c'est moins simple qu'avec la terre parce que ces produits qui sont naturels, ça les empêche pas d'être toxiques. Ouais. Donc moi, j'essaie déjà en tant que potier dans l'atelier de faire attention de ne pas respirer ces choses-là. Et le moment où elles peuvent être toxiques, c'est avant la cuisson en fait. Donc c'est surtout dans l'atelier et aussi de pas les mettre dans l'évier pour que ces éléments partent le moins possible dans les eaux usées. Donc en fait, quand j'émaille, je me sers de grandes bassines et puis c'est pareil, je laisse décanter puis je récupère mon émail pour. Ouais, en En fait, fait, tu l'idée c'est évites d'avoir une moins de pollution, déchets quoi. possible. Pardon? Tu évites une pollution parce que du coup, tu récupères, enfin, en fait, tu jettes pas dans Voilà, l'évier, parce quoi. que je recycle. Alors après, quand on dit j'évite une pollution, c'est pareil, il faut remettre les choses Non, à leur échelle, mais hein, en fait, c'est puisqu'on un est tout des petit toutes geste. petites Mais entreprises. Mais... évidemment, évidemment. Mais en fait, c'est quand même. Enfin, tu pourrais ne pas le faire, en fait, tu vois. Et à un moment donné, c'est ça. Je crois que c'est être durable, c'est dans tout ce qu'on fait. Enfin, et puis, tu le fais pas parce que tu te dis que tu vas sauver la planète comme ça, mais c'est parce qu'en fait, ça fait aussi partie de ton travail, tu vois. Donc, Oui, c'est ça un a du tout, en sens fait. pour moi de le faire, bien C'est sûr. ça, ouais. Et Mm. après, du coup, il y a la partie de cuisson. Là, pour du coup terminer un petit peu Oui, là-dessus, c'est
C'est donc là la partie qui, bah, voilà, qui nécessite quand même, j'imagine, à chaque fois de l'énergie. C'est un peu la dernière phase, mais oui, probablement celle qui aura la moins bonne note sur le sujet du durable, parce que Le la plus plus d'impact en tout cas, énergivore. ouais. Ouais. Mm. Bah, il y a 3 modes de cuisson en céramique. On peut cuire en électrique, on peut cuire au bois et on peut cuire au gaz. Voilà. Donc sur la Et question du durable, bah, après, c'est aussi, je pense, peut-être, ben voilà, mais je crois que enfin, on l'évoquait, tu le fais déjà, de se dire que ben, enfin, c'est comme ça. Quand on a un four électrique, etc., te dire plutôt, ben, le remplir au maximum, essayer de, enfin voilà, faire des choses pour que pas l'allumer pour rien, quoi. oui, bah C'était autant faire ce dans ce peu. Oui, sens-là de c'est bon toujours sens, quoi. la même histoire. Moi, j'ai un Tetris avec mes pièces. Quand je cuis, dans un grand bol, je mets un plus petit bol pour remettre une tasse à café. Voilà, condenser au maximum pour effectivement, quitte à consommer de l'énergie, en consommer pour produire le plus de pièces Possible. possible. Mm. Bon, super. Merci beaucoup, Angélique. On se retrouve tout à l'heure pour la question sur le Oui, beau, mais on va parler avec Louise maintenant. Louise, Oui, tu m'entends? Alors donc toi, tu es modiste. Est-ce que tu peux nous raconter, bah, pareil, un petit peu comment t'en es arrivée à faire, à être artisan d'art en fait, à ouais. vouloir créer aujourd'hui des chapeaux, des collections, tout Bah, ça? alors déjà c'est rigolo parce que j'ai pas du Alors, tout la même pratique qu'Angélique, mais dans les démarches et dans les volontés, on va dire, j'ai retrouvé quand même beaucoup de choses sur la question de la lenteur, de l'échelle de l'entreprise, de aussi trouver un certain sens à la pratique et à la création. C'est rigolo parce qu'il y avait beaucoup de points communs, et même si on est très différentes, je pense, dans nos réalisations. Moi, donc je suis modiste et chapelière. Je me suis formée à Paris au lycée Octave Feuillet. Je crois que j'avais toujours envie d'être artisan. J'ai toujours eu l'envie de créer des choses, mais j'ai mis un peu de temps à savoir comment et quel serait mon médium en fait d'expression. D'ailleurs, je crois que la chapellerie n'est pas le seul. En fait, je continue, par exemple, moi, beaucoup de dessiner, comme je dis. Beaucoup, c'est vraiment une pratique qui me suit et qui m'accompagne. Alors, un petit peu moins depuis un an ou deux, parce que vraiment, j'ai intensifié la pratique du chapeau. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, je suis quelqu'un qui dessine beaucoup, qui regarde aussi beaucoup autour de moi et qui aime beaucoup travailler la matière. Et j'ai 2 matières, on va dire, que j'aime beaucoup, c'est le papier et le textile. Et ça, depuis l'enfance. Donc, à un moment donné, je me suis dit dans ma vie, donc j'ai d'abord travaillé alors dans le domaine du bâtiment et de l'architecture. C'est vraiment, d'accord, donc c'est fait exprès. Mais bah oui, c'est bien. voilà, c'est pas voulu. Mais et du coup, je savais que c'était pas, enfin, que ça allait pas me convenir dans très longtemps. Et je me suis vraiment posé la question de quel artisanat je souhaite faire. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu en termes d'échelle, de matériaux, de façon de travailler, aussi de processus dans le temps, parce que je voulais quand même un processus pas trop long. Je voulais quelque chose que j'ai le temps justement de suivre de A à Z, et aussi la Oui, de capacité A à de Z. faire entièrement. Par exemple, Ouais, les bijoutiers, ils ont plus ce problème-là de ne pas savoir tout faire ou d'avoir le certissage, etc. Alors ouais. que moi, vraiment, Toi, tu voulais savoir tout voilà, faire, moi, en je voulais fait, vraiment maîtriser la de A à chaîne du Z. début à la fin. Et donc, le chapeau, ça correspondait bien à ça. L'échelle me convenait bien. Et puis, il y avait cet accessoire qui me fascine depuis petite. Et oui, parce que pourquoi le chapeau? Enfin, c'est aussi, et je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir, voilà, ça existe depuis très très Oui, longtemps, mais c'est vrai que le chapeau, c'est pas quelque chose qui, tout le monde met pas de chapeau, tu vois. Enfin, non. c'est aussi changer le regard là-dessus, etc. Parce que Ouais, en fait, je crois que c'est, c'était un défi aussi. Parce que c'est vrai que ouais, ouais, ça ça, paraît vraiment le vieux métier. Les gens disent toujours, ah, mais il y a encore des gens qui portent des chapeaux, vraiment. Et donc, c'est vrai qu'il y a ça. Et du coup, moi, je me disais, mais oui, mais c'est possible. Et en fait, moi, j'étais convaincue qu'on pouvait être super avec un chapeau. Que c'était vraiment l'accessoire qui allait ouais, euh, nous transformer, en fait, enfin, ou nous révéler. Et je pense que ça, je le tiens un peu du cinéma et aussi du dessin, parce que déjà, c'est un objet qui, au niveau du volume, il est sculptural, quoi. Il se mm, déploie en 3 dimensions. Il ne fonctionne qu'avec la personne qui le porte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets beaucoup de photos portées dans mes shootings, parce que
Bon, là, en ce moment, hein, évidemment, un peu moins. Mais c'est vrai que c'est que quand il est sur la personne qui se révèle. Et par exemple, au cinéma, il y a énormément de chapeaux qui disent beaucoup de la personne qui les porte. Hier, on parlait de Delon dans Barsalino parce que c'est vraiment mon exemple. Mais c'est vrai que c'est ça, quoi. C'est vraiment l'accessoire phare, en fait. Et du coup, moi, j'y croyais vraiment. Je me disais, OK, c'est pas la mode en ce moment, mais c'est un peu un défi, quoi. Montrons qu'il peut être résolument contemporain, qu'il peut être dans l'air du temps, et en même temps accepter aussi tout l'héritage et toute l'histoire qu'il y a derrière, parce que des chapeaux, on en a depuis la nuit des temps. Et moi, j'adore aller voir aussi des chapeaux d'autres cultures, des tressages particuliers, enfin voilà, il y a toujours eu du chapeau et c'est passionnant aussi. Donc en fait, c'était ça, c'était faire de cet héritage ancien et peut-être dépassé et ringard et tout ce qu'on veut, mais en fait en faire quelque chose de résolument contemporain qu'on a envie de porter aujourd'hui, dans notre époque, voilà. Avec... Alors justement, est-ce que tu peux décrire peut-être un ou deux, je sais pas, tu vois, des pièces de tes collections, de ton travail pour qu'on puisse avoir déjà, une idée, puis après on regardera le process de fabrication, ouais. Alors déjà, moi, ça dépend vraiment des matières. On a une palette, hein, alors un peu comme les terres, mais on a des matières différentes. On va travailler, les chapeliers modistes. On va travailler le feutre, la paille, le sisal, les tissus. Et donc, selon les matériaux, vraiment, les techniques vont être différentes. Moi, il y a un chapeau que j'aime bien, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est en photo sur le site. J'ai fait un chapeau en 2 matières. Donc, il y a le bord qui est en paille ajourée et la calotte qui est en sisal. Et après, entre les deux, il y a un ruban clair. Voilà. Tout est dans des tons de blanc et de beige. Et celui-là, je crois que je l'ai vraiment. C'est vraiment un chapeau que j'ai un peu rêvé. Et je voulais. J'imaginais en fait un chapeau qui jouerait avec la lumière, où on pourrait jouer à se cacher, où en fait le bord serait comme une voilette. Alors moi pareil, ça je trouve c'est un très bel objet, la voilette, c'est quelque chose qui peut paraître un peu dépassé, mais en fait qui peut être très très contemporain et très glamour là pour le coup. Et du coup cette paille ajourée, c'était un peu une voilette, mais en fait autre chose à la fois, et à la fois un volume. Et donc, j'imaginais vraiment la lumière qui allait passer à travers ça. Et à côté de ça, cette calotte qui serait dans un tressage beaucoup plus serré. Donc, ça, c'est un de mes derniers chapeaux. Et je crois que c'est vraiment une réflexion sur, oui, voilà, la lumière et le cacher et se révéler en même temps. Le voir et être vu. Voilà. Et puis, voilà, et aussi, je trouve ça très, très beau, l'ombre du chapeau sur le visage. Je trouve que c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça vraiment super poétique, en fait. Voilà. Donc, ouais, non, mais voilà. Allez voir tes créations, c'est hyper joli. Et alors, donc toi, t'es plus on était dans l'objet avec Angélique, on est plus en fait dans la mode un petit peu. Et on connaît en fait l'impact aussi écologique de la mode. Comment est-ce que toi, quand tu as commencé à être artisan, à te dire, ok, je vais envisager toute cette pratique avec un volet durable. En fait, comment t'as décortiqué tout ça et comment ça s'intègre en fait dans ton processus? Alors déjà, moi, je crois que j'avais une sensibilité aux questions environnementales, sans être extrémiste non plus, mais vraiment, c'est quelque chose qui est dans mon histoire personnelle. J'ai des grands-parents qui étaient maraîchers. Voilà, qui étaient proches quand même de la nature. Et j'ai connu, moi, mes arrière-grands-parents qui étaient très, très connectés, qui voyaient dans les événements de la nature des signes. Mon arrière-grand-mère, elle voyait une rose, elle disait que c'était mon arrière-grand-père qui lui envoyait d'au-delà, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Donc, c'était très beau. Ils étaient très proches comme ça de tout ce qui pouvait se passer, le moindre petit bruissement d'herbe ou de nuages ou quelque chose, elle savait l'interpréter. Donc, je crois que j'ai eu cette sensibilité-là vraiment à l'environnement naturel. Et du coup, ça a commencé, on va dire, par les questions alimentaires, où moi, je comprenais pas ce qu'on mettait parfois dans nos assiettes, et ça, assez jeune, en fait. Et je suis pas quelqu'un à la base de très fashion, on va dire, pour vraiment... voilà, moi, j'allais beaucoup déjà assez jeune dans les fripes, et je me posais beaucoup de questions sur ça, même si c'était pas un sujet qu'on évoquait beaucoup à l'époque, donc j'étais pas forcément très documentée. Et quand je suis devenue artisan, on commençait quand même vraiment à parler de l'impact écologique de la mode, des enjeux de la fast fashion. Et là, je me suis dit, moi, si je deviens artisan et que je crée des accessoires de mode, il faut que je réfléchisse à comment je le produis, à faire des choses aussi qui soient désirables, mais aussi de qualité, qui durent dans le temps.
et à pas créer des accessoires qu'on va jeter au bout de 3 jours, quoi. C'est pas du tout possible. Et donc voilà. Et comme j'avais aussi cette sensibilité-là, je traînais beaucoup dans les ressourceries, recycleries, tous ces lieux qui existent à Paris. Alors pour le coup, à Paris, il y a beaucoup de choses quand même. Et donc, en fait, tu te sources comme ça dans des lieux un peu de seconde main, quoi. Des lieux de seconde main et des ressourceries vraiment spécialisées pour les acteurs de la culture et de la création. Donc là, il y a vraiment des associations qui sont spécialisées là-dedans et qui ont un sourcing auprès, par exemple, d'acteurs de la haute couture ou des choses comme ça, qui me permet là d'avoir des matériaux quand même très intéressants, quoi, et assez qualitatifs. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en allant dans ces lieux, quand j'ai commencé à apprendre à être chapelière, je trouvais des choses qui correspondaient pas du tout à ce qu'on apprenait à l'école, parce qu'évidemment, on apprend à travailler la matière officielle, on va dire. Et donc moi, je ramenais des nappes, des tissus, des toiles. Puis je faisais ça beaucoup à côté, hein, en fait, parce que en cours, je faisais aussi ce qu'on nous demandait, parce qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà. Et en fait, du coup, petit à petit, c'est venu s'incruster dans mes créations. Et puis, justement, par certaines associations très qualifiées, j'ai pu trouver tous mes rubans, mes plumes, une partie de mes fleurs. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que vraiment, c'était possible d'inclure tout ça dans mes créations. Et donc, aujourd'hui, par exemple, mes rubans, je ne crois pas que j'en ai qui ne viennent pas du réemploi. Peut-être qu'il me reste une bobine quelque part, mais vraiment, je suis à 100% réemploi. Sur mes plumes, j'ai un circuit très responsable aussi. Enfin, voilà. Alors, c'est un peu plus compliqué sur la paille et le feutre, qui sont vraiment mes matières de base, parce que c'est plus fabriqué en France pour la plupart. Donc là, je suis encore en train de de rechercher vraiment les fournisseurs idéaux qui auraient des circuits les plus clean possibles, on va dire. Mais après, ça reste. Moi, je suis quand même assez convaincue par ces matériaux parce que la paille, c'est un matériau très écologique, qui a beaucoup de qualité, qui est durable dans le temps et qui quand il se détériore, ça n'a pas un impact environnemental horrible, quoi. C'est une paille, voilà, c'est rien, quoi, en fait. Enfin, ça ne fait pas de déchets en réalité. Et le feutre, c'est quand même aussi une matière qui tient très longtemps. Moi, j'ai beaucoup. Alors, pour les feutres, comme je ne pouvais pas toujours trouver des circuits très simples, j'ai eu un peu deux façons de faire. J'ai utilisé des chapeaux de fripe, mais ça a été vraiment la marge parce que c'est pas facile d'en trouver de qualité. Et puis, il y a beaucoup de temps il faut enlever tous les rubans, il faut enlever toutes les coutures, tous les fils et tout ça. Donc, oui, tu désosses un peu le chapeau. Mais comment tu fais après? Tu peux le après, je le remoule. Et du coup, comme en fait, je perds un petit peu sur les bords ou parfois il y a des coutures ou des points, je peux souvent faire que des chapeaux un peu plus petits. Donc, je ne peux pas faire des capines, par exemple, parce que je ne vais pas retrouver une matière assez grande. Donc, je le fais quand je peux, ça me plaît, mais je ne peux pas faire que ça. Et après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des fins d'atelier, des fins de stock. Et là, ça m'a permis de travailler des matières, des vieux feutres des années 50 ou des choses comme ça, parce que... Tu dois faire des découvertes aussi. Oui, alors moi, je suis la reine des stocks étranges, mais c'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi super stimulant d'avoir devant soi un feutre ancien. En plus, il y avait un savoir-faire terrible avant, donc il y a des matières qu'on ne trouve plus du tout. Donc parfois, moi, je dis aux gens, ces chapeaux-là... des trésors, quoi. Voilà, j'ai un chapeau en paille, c'est un cône de paille des années 30. Parfois, les gens me disent, oui, mais je l'aimerais mieux comme ça. Je dis, non, mais attendez, celui-là, il n'y a que celui-là. Vous ne pouvez même pas trouver le même cône de paille ailleurs. Donc ça, c'est quand même assez magique en même temps. Donc c'est vrai que... Voilà. Mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai, et on en vient à cette notion de comment on partage en fait cette notion de responsable, de durable avec les consommateurs, tu vois. Comment on engage en fait les gens là-dedans, comment on leur explique qu'en fait, il y a vraiment une vraie démarche et que la beauté, elle est aussi là-dedans, tu vois, dans l'aléa, dans le fait que c'est unique, dans le fait aussi que potentiellement, il y a moins de choix, que il n'y a pas toutes les couleurs parce qu'en fait, c'était ça les stocks que tu as trouvés, et puis voilà. Toi, dans l'expérience, là, tu trouves qu'il y a un accueil comment des consommateurs, en fait? Il faut l'expliquer, voilà, c'est une démarche qu'il faut expliquer, mais je crois qu'en fait, elle est remplie de sens. Donc, Voilà, en fait, ça demande beaucoup de pédagogie et on n'a pas toujours le temps, par exemple, sur un salon ou un événement, d'expliquer toute la démarche. Alors, parfois, je suis dans des événements axés mode responsable et dans ce cas-là, les gens savent qu'il y a forcément quelque chose derrière l'objet et donc, ils sont sensibles. Et donc là, je peux vraiment le raconter. Après, malgré tout, même si souvent les gens ne sont pas toujours réceptifs à la question du réemploi ou de l'upcycling,
qui sont quand même, qui touchent pas toute la population, il faut être quand même honnête. Il y a quand même une vraie sensibilité au fait que c'est fait main, que les pièces sont en série limitée ou voire en pièces uniques. Et du coup, ça c'est vraiment perçu. Les gens se disent, ah, c'est un objet que vous avez fait, que vous avez pensé. Enfin, comme je disais tout à l'heure, on a presque rêvé cet objet avant de le faire. Et il est habité de notre histoire. Voilà. Moi, dans mes chapeaux de paille, il y a mon arrière-grand-père qui tressait la paille. Et rien que quand je l'en fais, j'ai l'odeur de la paille mouillée. Et quelque part, ça m'accompagne, en fait. Donc, ça, je pense que les gens le voient, en fait. Enfin, ça n'a rien à voir. Je peux poser mon chapeau à côté d'un chapeau de la fast fashion ou même produit en très grosse série. Quand même, à un moment donné, on va voir que c'est pas la même chose, quoi. Et ça, je crois quand même que c'est vrai. Évident. C'est évident. Et après, là, on peut boucler sur ce lien en fait entre le durable et le désirable, avec en fait aussi cette idée que le durable, c'est aussi avoir un côté peut-être aussi esthétique, tu vois, esthétiquement durable, c'est-à-dire que peut-être s'éloigner des tendances ou s'éloigner un petit peu d'une esthétique qui soit très 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 forte pour que en fait la beauté elle soit aussi dans le geste, dans les matériaux, mais détachée voilà d'une temporalité ou de quelque chose qui soit trop marqué pour qu'en fait cet objet puisse avoir une vie la plus longue possible. Se transmettre, etc. C'est vrai que moi, déjà, dans mon esthétique, ça, je l'ai toujours eu, même dans mes dessins, j'ai une ligne assez minimaliste. J'aime bien des choses très stylisées, je joue beaucoup sur l'équilibre et les transparences. Donc, déjà, par ma patte, on va dire, j'avais déjà un peu ce côté-là. Mais vraiment aussi, là, avec les réflexions sur la mode aussi, je me suis dit qu'une pièce qui durait, qui avait du sens, c'était aussi une pièce qui irait avec plusieurs styles. Par exemple, moi j'aime bien ma capeline, elle est achetée autant pour du mariage que pour un usage quotidien. Et je trouve que c'est chouette parce que justement, on peut la porter très chic avec une jolie robe et avec le lendemain une petite veste et ça marche aussi. Oui, un perfecto, voilà. Et puis demain aussi, elle pourra être transmise à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, elle a une coupe qui va bien et en fait, une espèce d'intemporalité. Voilà, et puis des choses bien faites, parce qu'un chapeau, c'est aussi ça révèle la beauté de la personne. Quelque part, ça se garde plus. On a beaucoup plus envie de la garder et d'en prendre soin, de la transmettre, que si elle est faite bâclée, voilà, avec des finitions. Et donc, le fait que les matériaux soient de qualité, qu'elles soient bien réalisées, ça donne aussi cette envie de le garder. Et donc, et ça donne sa valeur, en fait. Et du coup, on se dit, ah, bah, quand même, ce chapeau-là, voilà, j'ai été voir la personne, j'ai essayé, il a été fait. Toute l'histoire, elle est derrière aussi. Alors, vous savez que moi, dans Où est le beau, à chaque fois, j'ai une question un peu signature, c'est que je demande à tous mes invités leur définition du beau. Donc, ce soir, dans cette conférence, on va faire la même chose. Et Angélique et Louise, je vais vous demander de nous donner votre définition du beau. Qu'est-ce que ça veut dire le beau pour vous? Je sais pas. Je laisse Angélique commencer. Ça va complètement rejoindre le thème de la soirée parce que c'est vrai que pour moi, je pense que c'est ce qui passe le temps. C'est ce dont on ne se lasse pas, en fait. Personnellement, c'est une piste importante pour moi quand j'ai des choix à faire dans ma production. C'est qu'est-ce que je produis et qui, quelques mois plus tard, fait que j'ai encore plaisir à le voir. Et pour les objets que j'ai à la maison, c'est pareil. Et je pourrais aller jusqu'à dire que c'est même encore mieux si ça s'embellit en vieillissant. Et je pense qu'il y a des matières, alors là, je pense pas tant à la terre, mais plutôt au cuir, au bois, qui sont ou certains textiles, tu dois pouvoir confirmer, Louise, qui prennent une patine, une couleur, patine, en fait. Et qui pour moi sont de plus en plus beaux. Voilà. Ouais, c'est une très belle définition du beau. Alors, c'est vrai que alors moi, je suis prof d'art plastique aussi à côté. Hein, j'enseigne les arts, donc c'est une question que je soulève beaucoup avec mes élèves. Alors, ce que je trouve intéressant avec cette question, c'est qu'elle est à la fois extrêmement personnelle et à la fois, on a tous expérimenté ce sentiment du beau. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être redécouvert avec la période du confinement, etc., la nécessité du beau. On s'est rendu compte qu'on en avait besoin pour vivre et que c'était peut-être plus que quelque chose de superflu.
Et ça, je crois qu'on l'avait un peu oublié, on allait peut-être trop vite. Et j'ai trouvé ça très touchant dans cette période que les gens aient besoin de s'entourer de belles choses, de lire de la poésie, de voir des dessins. Et ça, c'était très chouette. Et après, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est beau quand moi je travaille, pourquoi je m'arrête sur un matériau dans les ressourceries qui sont remplis de trucs, et pourquoi à un autre moment je vais pas m'arrêter. Et je crois que justement, c'est ça le rôle de l'artiste, c'est de poser un regard sur quelque chose et de révéler sa beauté. Et en fait, elle est autour de nous, la beauté, on l'a toujours autour de nous, mais il faut que quelqu'un s'arrête et fasse appel à sa sensibilité pour le révéler. Et donc, je crois que c'est ce qui se passe, en fait, moi, quand je cherche une matière, c'est je me raconte une histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ses particularités physiques, tactiles, sa façon de prendre la lumière qui font que cet objet pourrait être beau après avoir été manipulé et révélé. Mais en fait, pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça. Une chose n'est belle que parce qu'elle a été regardée et rêvée par un artiste, en fait. Et on est tous artistes, en fait, derrière ça, au final, mais voilà. Il faut être tous artistes de notre vie pour pouvoir aussi se rendre disponible pour voir le beau. Parce que comme tu dis, c'est un regard en fait qu'on peut porter sur un truc. Bon, bah écoutez, super. Je crois qu'on en a terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions, Caroline, qu'on peut soumettre à Angélique ou Louise. Et puis sinon... sinon, je vais vous renvoyer vers le site du Carrousel des métiers d'art pour découvrir donc l'ensemble des créations donc de Louise et d'Angélique, mais aussi d'une centaine d'autres artisans d'art. Cette conversation est aussi sera disponible en replay. Vous m'entendez? Oui, je suis là, vous me voyez? Oui. Oui, on te voit. Effectivement, il y avait quelques questions, mais je crois qu'elles ont été partiellement traitées. On a posé une question à Louise pour savoir pourquoi elle ne portait pas de chapeau ce soir. Sinon, vous ne voyez pas mes yeux. Pardon? Vous n'auriez pas vu mes yeux si j'avais eu un chapeau. D'accord. Et Angélique, c'était au sujet du temps de maîtrise, du temps que vous avez dédié pour maîtriser vos techniques. L'apprentissage. Je dirais minimum 6 ans et j'en suis à 10 et je pense que j'ai pas fini. Voilà. C'est un long apprentissage. Oui. Je pense que la céramique demande vraiment du temps pour s'apprendre, ouais. Donc là, je regarde un petit peu dans le chat. Je crois que toutes les questions ont été partiellement traitées. Les gens nous saluent et nous remercient. On les remercie également. Merci à vous trois. Merci Hélène pour ce bel échange qui nous a permis de découvrir l'univers de Louise et Angélique. Et comme vous disiez, on se retrouve sur la plateforme pour découvrir les artisans qui participent. Et puis demain, il y a un autre live à 18h30 sur l'univers du textile avec trois artisanes avec beaucoup de talent également. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Merci. Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.